Un nouveau rendez-vous vespéral de l'information sur Spectrum Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Et quelques points essentiels qui vont le constituer. Tenu ce jour à Douala, capitale politique du Cameroun, la General Anglophone Conference veut le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au cours de cette rencontre, l'instance ne s'est pas gardée de traduire son indignation. Les populations de la ville de Kumba, dans la région du Sud-Ouest, désormais contraintes de pourchasser les Amba Boys. L'instruction est du préfet de Mémé à la suite de l'arrestation des bourreaux d'une femme dont la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Toujours dans la région du Sud-Ouest, des femmes, à travers une marche de protestation, disent non au meurtre commis ces derniers jours avec pour cible des femmes. Une fois de plus, bonsoir, Madame, Monsieur, il est 20h, vous êtes sur Spectrum Télévision. Crise anglophone, le gouvernement prépare le retour des chefs traditionnels résidant à Yaoundé depuis quelque temps, après avoir fui leur village pour trouver refuge ailleurs. C'est le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji qui a présidé la dite rencontre dans la capitale politique camerounaise ce mercredi 19 août 2020. On fait le point avec Mireille Sabier. Du nord-ouest et du sud-ouest, de nombreux chefs traditionnels terrorisés par les séparatistes anglophones ont abandonné leur village pour trouver refuge dans les zones les plus sécurisées, notamment la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Aujourd'hui, les parlementaires, les chefs traditionnels et surtout le gouvernement, dont la voix est ici portée par le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandji, essayent de trouver des voies et moyens pour que les gardiens des traditions puissent rentrer dans leur palais au nord-ouest et au sud-ouest. Vous savez, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, lui-même, le fond des fonds. Et puis il était préoccupé du fait que certains fonds sont résidents ici, ça fait déjà un certain temps. Et vous savez, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Donc normalement, ils occupent un territoire et ils doivent exercer leur autorité sur ce territoire. Donc les fonds du nord-ouest et du sud-ouest, pour la plupart de ceux qui sont à Yaoundé, c'est des fonds qui ont été victimes des atrocités des terroristes. Tour à tour, le ministre Paul Tangandji écoute les chefs traditionnels. Des échanges profonds visant à garantir leur retour en toute sécurité en terre natale. Nous sommes en train de profiner les stratégies pour permettre que tous les chefs regagnent leur chefferie en paix. Parce que quand le chef n'est pas là, le village n'est pas là. Ils doivent être au village, ils doivent être là pour accompagner l'administration pour qu'ils puissent maintenir et faire revenir la paix que nous avons à toujours avoir dans ce pays. Une paix dont le retour se pointe à l'horizon, rassure le patron de l'administration territoriale, au-delà des récentes violences observées ces derniers jours. Mais nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident aujourd'hui que les choses sont en train de se redresser et que le calme revient progressivement dans plusieurs arrondissements et départements des deux régions. Les chefs traditionnels m'ont chargé de remercier le chef de l'État pour le souci constant à leur endroit. Ils m'ont chargé de remercier le chef de l'État pour le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui vont rentrer dans leurs régions respectives pour participer aux prochaines élections régionales quand ces élections seront convenues, quand le corps électoral sera convoqué par le chef de l'État. Rappelons que le conflit qui oppose depuis octobre 2016 les autorités camerounaises aux séparatistes des deux régions anglophones a déjà contraint un peu plus de 900 000 personnes à chercher refuge ailleurs. Le General Anglophone Conference, nous vous le disions en titre, veut le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'instance qui s'est donc réunie ce jour à Douala ne s'est pas gardée de traduire son indignation à la suite des tueries dans ces régions. Il est désormais question de se réunir autour d'une même table pour trouver les voies et moyens pour une pacification de ces régions. Reportage.
Les meurtres récemment perpétrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont fait sortir de leur long silence les acteurs de la General Anglophone Conference. L'objectif est que, vu les atrocités qui ont été commises ces derniers jours, nous avions cru bon de nous réunir ici à Douala, chez l'éminence cardinal Toumi, pour condamner avec vigueur ces séries d'assassinats barbares et brutaux de toutes parts. Il a également été question de présenter une fois de plus la situation et trouver des solutions pour une sortie de crise dans ces régions. Il faut le cessez-le-feu parce que ça serait aussi parce qu'il y a le cessez-le-feu, il y a la libération des prisonniers qui ont quelque chose à voir avec cette crise. Donc il y a une panoplie de demandes que nous faisions ou que nous supplions le gouvernement de le faire, et que dans cette guerre, nous avions toujours dit il n'y aura pas de vainqueurs ni de vaincus dans un conflit entre un frère et sa sœur. Il faut donc, selon la conférence générale anglophone, que les différentes parties s'asseyent autour d'une même table. Sans condition ou sans précondition d'engager les pourparlers avec les acteurs séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que nous croyons que ce conflit a trop duré et c'est le moment qu'en tant que pays indépendant, en tant que frères et sœurs, de se parler et se parler sans condition avec ceux qui sont ici au Cameroun, parce que la dynamique des choses montre que c'est ceux qui sont ici au Cameroun qui ont l'influence, donc il faut parler avec eux pour que la paix revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'humilité dans les deux camps est également nécessaire. Oui, il y a des tueries, mais la situation n'est pas comme elle était il y a une année. Donc il y a une certaine amélioration, c'est parce que aussi nous contribuons, nous demandons dans les deux camps qu'ils soient humbles, qu'ils acceptent sans précondition de discuter, parce que la création de ce pays a été faite par nos parents sans l'intervention des autres, mais avec amour et l'amour de la patrie. Réunis autour de son éminence Christian Cardinal Toumi ce 19 août 2020, leaders religieux et autres acteurs de la General Anglophone Conference espèrent que cet autre appel au calme sera entendu par le gouvernement et les séparatistes pour une pacification définitive des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mettons à présent le cap sur la région du Sud-Ouest et plus précisément dans la ville de Buea pour parler de ces femmes qui ont organisé une marche de protestation en réaction donc au meurtre commis ces derniers jours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces femmes disent être les principales victimes. Il est donc question de mettre un terme à cette folie humaine. Parties de Bongo Square, elles ont été reçues par le gouverneur Bernard Okalia Bilai. La nuit où j'ai vu cette vidéo, j'étais seule dans ma chambre. Je suis tombée comme si le monde s'écroulait. J'ai pleuré en voyant cette femme égorgée comme un animal. Jusqu'à maintenant, ce sentiment n'est pas passé, tout comme avec Florence. Que son âme repose en paix. C'est avec la voix enrouée qu'elle raconte dans quelles circonstances elle a reçu et regardé la vidéo d'assassinat de Comfort Tamason, cette jeune femme arrachée brutalement à la vie à l'aide d'une machette. C'était la semaine dernière dans la ville de Moluka. Comme elle, cette vidéo aura choqué beaucoup d'autres Camerounais. Je pensais être forte parce que femme, pasteur, j'ai toujours prôné le courage. Mais je me suis sentie tellement faible, pleurant comme un bébé quand j'ai vu les photos de Comfort. Je me suis demandé si on était réellement au Cameroun. Mais que se passe-t-il exactement? Pourquoi les femmes sont-elles prises pour cible? J'ai pleuré, j'ai ensuite décidé de joindre ma voix à celle des femmes du Sud-Ouest pour crier « trop c'est trop ». Les femmes qui donnent vie à tout le monde ne doivent pas être prises pour cible. Et c'est partant de cette vive émotion que des femmes de la région du Sud-Ouest ont entrepris d'effectuer une marche pour condamner la récurrence de ces assassinats
dont elles, femmes et mères, semblent désormais être les principales cibles. Women's Lives Matter, We Want Peace, We Want Justice. Tels sont entre autres les messages brandis par elles au cours de la marche de protestation partie de Bongo Square pour les services du gouverneur. Quand tu as un problème et que ton cœur chauffe, la première réaction c'est de parler à ton père. Tu lui poses le problème et tu écoutes ce qu'il a à dire. Et c'est ce que nous faisons en venant chez le gouverneur. Ces gens qui laissent orphelins les enfants de Comfort ont pourtant aussi des mères. Nous voulons que tout ceci s'arrête. Nous avons déjà beaucoup pleuré. Aidez-nous afin que tout ceci s'arrête. Elles seront reçues par le numéro 1 de la région, Bernard Okalabilai, qui appellera à la sensibilisation d'autres femmes. Je reviens de Moyoka où j'ai été accompagné l'envoyé du Premier ministre adresser ses condoléances à la famille de la disparue. Je dois dire que c'est triste et incroyable, mais je dois vous dire que ceux qui commettent ces actes ont des mères, pas très loin. Ces personnes sont avec nous dans les quartiers, mais on refuse de les dénoncer. Comfort a été tué en plein jour à 14 h. Les gens regardaient à travers les fenêtres, mais personne n'a appelé les forces de l'ordre ou même crié. Notons que le meurtre de Comfort Tamason s'inscrit dans une longue lignée enregistrée depuis quelque temps déjà dans le cadre de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Entre autres noms, Florence Ayafo et Batrejo. Restriction des armes blanches dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est la teneur d'une correspondance adressée le 18 août 2020 au gouverneur de ces deux régions par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Cela fait suite aux différents assassinats perpétrés ces derniers jours à l'aide de haches et de machettes. Reportage. Désormais, pour acheter des machettes, haches ou des fers de construction de diamètre 6, 8 et 10 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faudra soit posséder une plantation des champs ou une boucherie pour le premier cas, soit être sur un chantier de construction avec permis de bâtir pour le second cas. Telles sont les dernières mesures conservatoires prises par le ministre de l'administration territoriale qui vient d'instruire au gouverneur de ces deux régions, Adolphe Lélé-Lafrique et Bernard Okalabilai, de recenser dans toutes les quincailleries et magasins de leurs unités administratives respectives les stocks de machettes, haches et de fer disponibles. Des objets qui feront l'objet de déclarations sur l'honneur des propriétaires. Aussi, tout citoyen désirant acheter une machette devra au préalable obtenir une autorisation de son sous-préfet après justification de son activité agricole. Quant au vendeur, il devra identifier l'acheteur, son numéro de téléphone, la situation de son domicile, vérifier la CNI de son client et en garder une copie. Mesure applicable également pour l'acquisition du fer à beton de diamètre 6, 8 et 10. Cette mesure de Paul Atangandi intervient dans un contexte où sont de plus en plus perpétrés des meurtres à l'aide de machettes et haches et où ce matériel de construction sert à la fabrication d'engins explosifs. Les dites mesures seront tout d'abord appliquées pendant 4 mois et éventuellement renouvelables. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation. Notons que cette mesure n'est pas la première du genre prise par Paul Atangandi depuis le début de la crise. Le 4 avril 2018, dans un communiqué, il interdit jusqu'à nouvel ordre pour des raisons sécuritaires la vente des armes de chasse et la fermeture de toutes les armureries dans 6 régions du Cameroun, soit l'Adamawa, le centre, le littoral, l'ouest et bien sûr le nord-ouest et le sud-ouest. Que pensent les hommes politiques de cette décision interdisant la vente des armes blanches dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je vous propose de prendre la réaction de quelques hommes politiques rencontrés ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Je pense que M. Atangandi n'est pas dans son droit parce qu'il est ministre de l'administration territoriale et il s'ingère dans une affaire qui relève des autres ministères, notamment du ministère du Commerce et du ministère de l'Agriculture. Parce que les machettes dans le secteur rural, c'est
ce sont des choses qui sont utilisées, n'est-ce pas, pour faire l'agriculture. En droit, une disposition réglementaire ne doit pas être discriminatoire. Quand il le dit pour les régions du sud-ouest, du nord-ouest ou du Southern Cameroun, c'est discriminatoire parce que on pouvait comprendre si ça concerne tout le territoire national. Mais là, c'est une seule partie du pays qui est concernée et c'est discriminatoire. Ce n'est pas bon en droit. À la date d'aujourd'hui, quand le ministre dit on utilise ces choses-là pour faire la guerre, s'il suppose qu'on utilise ça pour faire la guerre, puisqu'il appelle ça les armes. Bon, ce sont des armes blanches, mais la guerre qui sévit dans ces régions n'est pas une guerre d'armes blanches. Les gens utilisent les Kalachnikov et les AK-47. Lui-même, plusieurs fois, a montré les fusils de chasse qui dit que l'armée a pris entre les mains des sécessionnistes, comme ils les appellent. Alors, il a déjà produit combien de machettes qu'on a saisies? Les machettes, c'était au début, il y a 3 ans. Aujourd'hui, là, ces gens qui sont en forêt n'utilisent pas les machettes. Pourquoi donc demander à la population qui utilise les machettes pour faire l'agriculture d'aller prendre une autorisation avant d'acheter? J'ai l'impression que nos administrateurs restent à Yaoundé et signent ou bien envoient des correspondances qui ne reflètent pas le quotidien des populations de ces 2 régions. Nous savons très bien que cette machette et autres sont des outils de travail pour les populations de ces 2 régions qui sont en majorité des planteurs. Maintenant, quand tu les demandes de pouvoir passer par une autorisation du sous-préfet pour pouvoir en acheter et utiliser une machette pour aller au champ, je me demande bien que est-ce que c'est pas un abus d'autorité ou de pouvoir? C'est prévu par quelle législation au Cameroun? La démocratie est un élément essentiel pour le développement durable dans un pays. C'est du moins l'une des substances d'un atelier qui s'est tenu donc ce jour dans la capitale économique, entre autres modules. Les droits de l'homme et de citoyenneté. On l'a dit, 3 modules qui meubleront pendant 2 jours les travaux. Il sera également question d'ouvrir une brèche sur le partage des instruments internationaux relatifs aux libertés publiques et à la liberté d'expression et à la liberté d'exercice. Quant à la question de la citoyenneté, il s'agira de montrer le rôle que peut jouer qu'elle peut jouer dans la mobilisation active des publics pour la construction de la société. Faudrait-il le souligner, et ce projet qui est piloté par Un Monde à Venir et financé par l'Union européenne. Sur les attentes de cet atelier, je vous propose d'écouter la réaction de Philippe Nanga. Il est le coordonnateur de Monde à Venir. Les participants sont des leaders associatifs qui viennent des 4 départements de la région, l'Onkam, la Sénégal maritime, le Vouri et le Mungo. Ces leaders associatifs doivent porter le message auprès de leurs publics respectifs dans les différents départements. Le projet, l'atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet qui va durer 2 ans. En termes d'appui financier, mais qui vise à perdurer, n'est-ce pas, à construire un espace citoyen dans nos milieux respectifs. Donc nous attendons des leaders évidemment qu'ils aient répercuté, n'est-ce pas, ces acquis-là dans leur département et que les discussions sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la citoyenneté soient des discussions quotidiennes qui nous occupent, n'est-ce pas, au lieu de parler d'autre chose, de la violence qui aujourd'hui occupe pratiquement l'essentiel des journées au Cameroun. Faire le point sur les freins à la réussite de la décentralisation au Cameroun, c'est l'objectif d'une conférence de presse qui a eu lieu ce 19 août 2020 à Douala. Face aux hommes et femmes du média, l'expert en décentralisation Nestor Hemley a fait une analyse des différents blocages. Je vous propose de l'écouter au micro de Spectrum Télévision. On est venu, mais vraiment à la racine, pour essayer de tutoyer la situation du développement sur le terrain. Notamment, j'ai parcouru la première loi communale, la loi de 1974, qui a fonctionné de 1974 à 1995. Certaines compétences étaient déjà là, mais ces compétences
est-ce qu'elles étaient opérationnalisées? On a un sous-préfet, on a un maire, on se rend compte, quand on compare, je l'ai dit dans cette interview, que entre 1974 et 1995, alors que les communes étaient encore des collectivités publiques locales, c'est-à-dire les démembrements de l'État, il y avait plus de développement, 4 fois moins de ressources financières, mais 4 fois plus de développement. Ceux qui ont fait l'école primaire ici, vous voyez les bonnes fontaines qui délivraient de l'eau assez facilement. Il y avait moins d'argent, mais plus de développement. Ce qui est assez bizarre, qu'au moment où nous avons 4 fois, 6 fois plus d'argent, on produit moins de développement. Ce n'est pas une question de distraction de la fortune publique, mais je pense qu'il y a une question de questionner, enfin, si je puis me permettre cette tautologie, l'attitude des juges d'opportunité de la dépense. Les maires, monsieur le maire, c'est important. J'ai dit au directeur général du FEICOM que moi, j'aurais pas, si on m'avait demandé, enfin, s'il m'était donné de décider ou de donner un avis sur cette affaire, la priorité n'aurait pas été, entre 1995 et 2020, la construction des bâtiments, c'est-à-dire des hôtels de ville, qu'on rencontre à travers le pays. On aurait mis l'accent prioritairement sur la construction de l'économie locale, c'est-à-dire agir sur l'assiette fiscale des communes et donner aux maires la fierté, les moyens d'être le vrai gouverneur de sa localité. Il y a des frictions, il y a des tensions à cause de l'indisponibilité en temps voulu des ressources financières. C'est pourquoi je parle de sortir de la culture de gestionnaire de crédit en bon père de famille et d'enjamber la culture des producteurs de la richesse. C'est ce qui permet à un pays de se développer. Fin de parcours d'un groupe de jeunes délinquants et brigands qui semaient la terreur dans la ville de Kumbar. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest. La dernière atrocité a été virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une femme qu'ils avaient ligotée et attachée sur un arbre et qu'ils ont roué de coups de fouet. À la suite d'une enquête diligentée par les autorités locales, ils ont été arrêtés et présentés à la presse. Occasion saisie par le préfet de Mémé pour non pas seulement saluer la bravoure des forces de maintien de l'ordre, mais aussi de sermonner les populations de Kumbar. Cette attitude du préfet part du constat selon lequel celle-ci ne réagit pas lorsque des actes criminels sont commis sous leurs yeux. Par conséquent, le chef de terre a instruit les forces de l'ordre d'interpeller tous les voisins à chaque fois que leur inaction est constatée à la suite d'un acte barbare ou crime commis dans les environs. Écoutons à ce propos le préfet de Mémé dans la région du Sud-Ouest. Il est au micro de STV. Ces jeunes que vous voyez là, à travers la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, ont pris une jeune dame, attaché les pieds sur un arbre et se sont mis à la tabasser sérieusement, montrant qu'ils sont très forts. C'est les embats. Malheureusement pour eux, la bravoure des forces de maintien de l'ordre a permis qu'on mette main sur eux. C'est tous ces jeunes que vous voyez. Il y a même un repris de justice là. Je saisis cette occasion pour vraiment étendre mon appréciation vis-à-vis de mes collaborateurs FMO pour le travail abattu. Je félicite également les populations pour leur franche et sincère collaboration, parce que de jour en jour, ces populations continuent à avoir confiance aux autorités locales pour qu'ensemble, on puisse éradiquer l'insécurité dans nos zones de compétences. Et je vais finir par dire qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui vivent à l'intérieur du département de la Mémé, que moi je dirige, on tue quelqu'un à côté de toi sans que la population environnante réagisse. En venant faire le constat, je donne instruction à ce jour au téléphone d'interpeller tous les voisins. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qu'on tue, demain, ça peut être moi. Il est donc question que les populations voisines environnantes contribuent à sauver les vies humaines. J'y veillerai, moi-même, avec mes forces,
Et nous allons faire en sorte que Kumba continue à être un endroit où il fait bon vivre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a visité ce jour toutes les infrastructures sportives de Yaoundé, sélectionnées pour abriter le CHAN 2021. Si globalement, Narcisse Moëlle Kombi se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, il a cependant prescrit le respect des délais de livraison. Olivier Bouzike. Au complexe sportif d'Olimbe, les travaux réalisés par l'entreprise canadienne McGill évoluent certes progressivement, mais les autorités camerounaises souhaitent un rythme accéléré. C'est la principale instruction que Narcisse Moëlle Kombi a donnée aux ouvriers dans chaque secteur visité. C'est que les délais de livraison sont proches et beaucoup reste à faire, à l'intérieur et à l'extérieur du stade principal, comme dans les stades annexes. McGill, cependant, est confiant et envisage livrer l'édifice avant le début du CHAN en janvier 2021. Au complexe sportif de la Biarc sélectionné pour les entraînements, l'éclairage et les vestiaires ont été rénovés. Les techniciens sont concentrés sur le gazon de l'aire de jeu qui sera achevé avant la compétition, assure-t-il. Au stade Omnisport et au stade militaire déjà opérationnel, l'on s'attelle juste à l'entretien des infrastructures en attendant le CHAN. Nous sommes globalement satisfaits de l'état de ces infrastructures. Nous étions déjà prêts, quasiment prêts en avril dernier. Mais comme vous le savez, selon les très hautes prescriptions du président de la République, nous avons des objectifs de performance et de délai à tenir, à atteindre. C'est pour cela que sur chaque site, sur chaque stade, nous avons tenu en concertation avec les différentes parties prenantes, à faire des recommandations spécifiques en vue d'être parfaitement prêts dans des délais compatibles avec l'organisation du CHAN dans moins de 5 mois. Il faut noter qu'une équipe d'experts CAF inspectera ces infrastructures d'ici au mois de novembre prochain, à quelques semaines de la compétition. Fin de ce rendez-vous Vespera d'information. Mesdames, Messieurs, prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, mais déjà dès 8h, retrouvez Christelle Assec pour les nouvelles fraîches. Bonsoir.